C'est une première. La finance islamique est en train de s'enraciner dans l'espace UEMOA. Ce mardi, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a procédé à sa première cotation de Soukouk. La BAD et des philanthropes lancent une initiative pour lutter contre la malnutrition en Afrique. Et puis la redynamisation du secteur bancaire au centre des rencontres des acteurs. Nous en parlerons dans quelques instants. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. C'était l'un des temps forts du Forum africain sur la finance islamique. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a procédé à l'émission de la première cotation de Soukouk de 3 pays membres de l'UEMOA, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Ils étaient nombreux à être témoins de cette cotation qui vient renforcer la finance islamique dans l'Union. Les détails avec Jérémy Aoré et Lignon Gilbert. En marge du Forum africain sur la finance islamique qui s'est achevé ce mardi à Abidjan, les délégués et experts venus de tous les horizons ont été témoins de l'émission de la première cotation de Soukouk de 3 pays membres de l'UEMOA, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, à travers le canal de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Son président, Edokossi Amenouvé, explique ce qu'est le Soukouk et ce qui fait sa spécificité par rapport à l'emprunt obligataire classique. Le Soukouk est une obligation islamique qui prohibe le taux d'intérêt. Il n'y a pas de taux d'intérêt sur les Soukouk, mais il y a des revenus qui sont générés pour rémunérer ceux qui investissent dans les Soukouk, mais pas sous forme de taux d'intérêt, mais sous forme de loyer ou de revenus découlant des actifs qui sont derrière ou sous-jacents au Soukouk. Alors que l'emprunt obligataire classique, il y a un taux d'intérêt. On vous dit, vous allez être payé sur la base d'un taux de 6% ou de 5% calculé sur la valeur nominale de l'obligation. C'est une différence fondamentale entre les deux instruments. Mais ces deux instruments complémentaires pour permettre aux États, et le secteur privé aussi peut utiliser les Soukouk, de diversifier les sources de financement. Cela dit, l'émission de cette première cotation effectuée ce mardi a un sens tout à fait particulier pour la BRVM. Aujourd'hui à la BRVM, ce que nous venons de faire, c'est l'admission à la cote de ces Soukouk-là. Vous savez, un titre financier n'est attractif que s'il est liquide. Si le titre n'est pas liquide, si les gens n'ont pas la possibilité d'acheter, de vendre les titres, ça ne les intéresse pas. Donc il fallait que la BRVM organise avec les autorités un marché secondaire pour que les Soukouk deviennent attractifs et comme le directeur général l'a si bien souligné, pour que les investisseurs étrangers qui eux sont très attentifs à la question de la liquidité puissent venir souscrire à ces Soukouk-là. C'est un pas important qui vient d'être franchi dans le cadre justement du renforcement des instruments de mobilisation de ressources par les États de l'Union et par le secteur privé. Nous venons de donner un signal fort que notre marché est structuré sur tous ces compartiments. Il est structuré pour que tous les investisseurs, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient internationaux, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, qu'ils trouvent leur compte à travers des instruments attractifs liquides. La BRVM a vu le jour en 1998 et est basée à Abidjan. C'est un marché financier unique pour les sociétés de l'UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La table ronde sur le positionnement de l'Afrique dans le paysage de la finance islamique était l'une des plus attendues du FAFI, le Forum africain sur la finance islamique. Ces échanges ont permis aux participants du Forum Africa Islamic Finance de relever les difficultés auxquelles sont confrontés nos États et de proposer des résolutions, lesquelles résolutions seront consignées dans les rapports généraux à soumettre aux institutions de Bretton Woods. C'est à ce lundi à Abidjan. Les détails avec mon désir à Nassimanto. Cette table ronde a permis aux experts et participants d'établir la finance islamique comme étant un important atout de développement. Tous ont démontré qu'elle peut répondre aux difficultés financières auxquelles sont confrontés nos États, notamment les financements liés au développement des infrastructures, de la santé, de l'éducation.
Pour Ousmane Diagana, vice-président et responsable des questions d'éthique de la Banque mondiale, c'est un devoir pour les institutions de répondre aux besoins de l'Afrique. La problématique de financement, c'est une question récurrente. Je pense que toutes les occasions sont bonnes à prendre, n'est-ce pas, pour essayer d'apporter des réponses à ces questions qui sont d'une brûlante actualité aussi. Mobiliser davantage de ressources en mettant en œuvre certainement des politiques qui peuvent faire appel à des financements innovants et donc de mettre à la disposition des populations les programmes d'infrastructure dont elles ont besoin, financer des programmes sociaux, et tout ça demande, n'est-ce pas, des efforts extrêmement importants de la part de la communauté financière internationale. Il est clair aujourd'hui que la finance conventionnelle ne peut satisfaire tous les besoins de financement. Les États et le secteur privé doivent davantage se tourner vers la finance islamique qui en réalité est complémentaire à celle conventionnelle. Niale Kaba, ministre ivoirien en charge de la planification et du développement, et les experts participant au forum se sont accordés sur la nécessité de l'éducation et de la sensibilisation du secteur privé pour y ancrer davantage ce type de finances. Je pense qu'à l'issue de cette rencontre, nous allons nous mettre en rapport avec les autorités sous-régionales. L'UEMOA doit être impliqué pour que la réglementation adéquate puisse être mise en œuvre dans la zone afin que notre secteur privé puisse bénéficier donc des différents leviers. Il y a la question de la formation, elle est adressée à différents niveaux et nous pensons même que pourquoi pas, on pourrait imaginer dans les institutions qui donnent de la formation sur la finance des modules spécifiques qui adressent la question de la finance islamique pour de plus en plus mettre sur le marché du travail des techniciens qui ont la compétence pour adresser la question au niveau des institutions bancaires et des institutions de financement. L'Afrique est considérée comme la nouvelle frontière de développement. La finance islamique doit être une des réponses aux besoins du continent africain. Elle devrait compléter les efforts des bailleurs de fonds, notamment les institutions de Bretton Woods. Au lieu d'en être opposées, les institutions de Bretton Woods doivent lever les barrières de l'endettement des pays africains qui ont des besoins croissants en infrastructures, routes, éducation, santé et autres. Rideau sur le Forum africain sur la finance islamique. 2 jours durant, le monde de la finance a porté des réflexions sur les questions d'intérêt majeur pour la finance islamique et les pays africains. Au thème de ce rendez-vous de haut niveau, d'importantes résolutions ont été prises pour un dynamisme plus prononcé de la finance version islamique. Un point d'honneur a également été accordé au secteur privé, notamment les PME et PMI, pour leur faciliter l'accès au financement. Notre équipe de reportage a eu un entretien avec Kaba Niale, ministre ivoirien du plan et du développement, organisatrice en chef de ce forum. Elle fait le point de cette 2e édition. Suivons cet extrait. Cette 2e journée nous a permis de confirmer nos intérêts mutuels. L'intérêt à la fois de l'Afrique pour ce financement complémentaire, mais également l'intérêt des opérateurs de la finance islamique, des décideurs du monde de la finance islamique pour l'Afrique. Nous avons d'importants besoins de financement. Eux, ils ont les ressources disponibles. Ils veulent diversifier leur champ d'action. L'Afrique les intéresse. Ils estiment, on l'a entendu sur le plateau, que l'Afrique est un continent d'avenir. Donc, ils veulent venir accompagner les mutations de notre continent. D'accord. Nous retenons donc de cette journée que les opportunités existent, les envies existent. Nous avons du travail à faire. Le travail, il doit être fait d'abord sur la question de la vulgarisation. Une meilleure connaissance de l'outil, une meilleure connaissance de ce mode de financement, aussi bien par rapport à la population cible, c'est-à-dire les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, mais singulièrement les PME qui ont des besoins non couverts de financement et qui, à notre avis, peuvent trouver un financement adapté eu égard à la moindre exigence en matière de garantie de financement.
nous avons également besoin de former les banques locales, qui sont le relais de ces opérateurs qui sont extérieurs. L'intégralité de cet entretien vous sera proposée dans nos prochaines éditions. Approfondir et anticiper l'évolution de l'activité bancaire et financière en Afrique et dans le monde, c'est l'objectif visé par M2 Business en organisant en collaboration avec l'APBFC ce mardi à Abidjan un séminaire à l'intention des responsables de banques et institutions bancaires. Cette initiative permet aux participants de maîtriser le processus du management stratégique dans le secteur bancaire et financier. Marie-Josée Kwasi. M2 Business School veut participer à la redynamisation du secteur bancaire et des finances. Pour ce faire, un séminaire a été organisé à Abidjan. Cette initiative vient pour approfondir et anticiper l'évolution et l'activité bancaire et financière en Afrique et dans le monde, notamment les technologies innovantes et les nouveaux secteurs de développement. Quelle stratégie faut-il adopter? Les experts venus d'Europe ont partagé leurs expériences avec les participants. Peut-être une opportunité en Côte d'Ivoire de travailler de façon plus proche avec les régulateurs, avec la Banque centrale, pour définir peut-être un encadrement du crédit qui soit un peu plus lax, qui permette d'offrir plus de crédit à plus de petites entreprises et plus de particuliers, de façon à continuer à développer l'économie. L'économie de Côte d'Ivoire a une croissance extraordinaire cette année, et déjà l'année dernière elle avait une très haute croissance. Ce sont des opportunités positives, mais je crois qu'il y a également beaucoup de possibilités de développement du monde des PME et du monde des particuliers, et avec un encadrement des taux d'intérêt trop durs, trop bas, je dirais que c'est pas forcément facile pour les banques de prendre une position de crédit risquée. Donc peut-être il y a des opportunités pour les banquiers de travailler avec les régulateurs pour définir un meilleur encadrement. Ce séminaire vise entre autres la définition d'une stratégie différenciée et gagnante, réfléchir sur les grands enjeux du secteur bancaire en 2016. Pour les participants, cette initiative est la bienvenue. Nous sommes dans un environnement changeant. Le monde de la banque aujourd'hui fait face à des concurrences en fait un peu partout, que ce soit la banque, que ce soit la finance. Nous voyons dans des pays développés où il y a des institutions, et les fintechs se développent énormément. Et il y a aussi des sociétés de mobile money qui se développent énormément. Nous pensons que le monde de la finance d'aujourd'hui ne sera pas le même monde en fait dans 3 ou 4 ou 5 voire 20 ans. Du coup, il est important pour nous de comprendre en fait les challenges et les opportunités à saisir pour faire avancer en fait le secteur financier, que ce soit de la microfinance ou de la banque. Il faut également rajouter que le client est devenu très exigeant. L'exigence des clients se situe au niveau de la qualité de service, bien sûr, mais également aussi au niveau de la rapidité d'exécution et au niveau de la simplicité. Et fort de toutes ces exigences qui sont légitimes, les banques doivent se réinterroger, réadapter leur offre de services, bref, revoir leur stratégie. Co-organisé par l'APBFC, ce séminaire devrait permettre aux participants de maîtriser le processus de management stratégique dans le secteur bancaire et financier, et aussi maîtriser la démarche optimale d'implémentation de cette stratégie. Il faut préciser que M2 Management et Développement d'entreprise est une business school qui travaille à donner une formation de qualité aux dirigeants et cadres des organisations et surtout à faire de la recherche dans le domaine du management et des activités économiques dans toute l'Afrique francophone, en commençant par la Côte d'Ivoire. Le groupe allemand Merck, spécialisé dans les sciences et les technologies, a officiellement ouvert le lundi son bureau d'Abidjan pour ses opérations dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Acteur majeur sur les marchés pharmaceutiques innovants, Merck s'installe en Côte d'Ivoire pour proposer son savoir-faire, mais aussi pour aider le gouvernement ivoirien à lutter efficacement contre les médicaments contrefaits et éradiquer la bilharziose du pays. Le reportage est de Lawani Babatunde. La plus ancienne entreprise pharmaceutique et chimique du monde est désormais présente en Côte d'Ivoire. Créée en 1668, Merck, spécialiste allemand des sciences et technologies de pointe dans le domaine de la santé, des sciences de la vie et des matériaux de haute performance, a officiellement ouvert son bureau d'Abidjan pour aider le pays à avoir des familles en bonne santé, des collectivités saines et une économie prospère. Effectivement, aujourd'hui est un grand jour, car nous assistons à l'inauguration
de cette filiale à Abidjan que nous avons préparée déjà depuis 2-3 ans. Et c'est vraiment l'aboutissement de 2-3 ans de travail. C'est un pays en plein développement avec un environnement stable, propice aux affaires, une grande population qui a besoin de tous les soins médicaux et nous voulons travailler avec les autorités pour des soins de santé appropriés dans ce pays. Cette représentation du MERC à Abidjan est la 12e en Afrique, un bureau qui se veut régional. Il va couvrir à la fois la Côte d'Ivoire et tous les pays francophones en Afrique de l'Ouest et du Centre. À partir d'Abidjan, nous allons avoir une équipe en place ici, faite d'Ivoiriens, de Camerounais, Sénégalais et quelques Nord-Africains aussi. La finalité de toutes nos actions, c'est d'arriver à inclure de plus en plus de patients et faire accéder de plus en plus de patients à nos traitements. À peine installé, Merck a offert 2 mini-laboratoires, mini-labs aux autorités ivoiriennes pour les aider à lutter efficacement contre les médicaments contrefaits. Des laboratoires compacts, mobiles, capables de détecter les contrefaçons de manière rapide et fiable. Très prochainement, le groupe allemand entend lancer une vaste opération pour éradiquer la bilharziose du pays. Une initiative pour lutter contre la malnutrition en Afrique, un continent où 58 millions d'habitants souffrent de malnutrition, alors même que l'Afrique a la capacité de nourrir 9 milliards de personnes. African Leaders for Nutrition est une initiative de la Banque africaine de développement, des dirigeants africains, des philanthropes et des chefs d'entreprise. Leur objectif commun, augmenter la productivité agricole et aider à la transformation de la chaîne des valeurs. Ces objectifs, ils l'ont partagé au cours d'un panel à l'immeuble CCIA d'Abidjan. Massoubi. L'Afrique possède 55% des terres arables de la planète. Selon des spécialistes, le continent a la capacité de nourrir 9 milliards de personnes. Paradoxalement, les populations souffrent de famine et de malnutrition. Cette malnutrition frappe 58 millions de personnes. C'est pour changer la donne que l'initiative African Leaders for Nutrition a été lancée à Abidjan. Initiée par la Banque africaine de développement en partenariat avec des dirigeants africains, dont l'ancien président du Ghana, John Kufuor, des organisations philanthropiques et des chefs d'entreprise, ce mouvement a pour vocation la promotion de la sécurité alimentaire en Afrique. 25 milliards de dollars, c'est ce que perd chaque année l'Afrique à cause de la malnutrition. Pour le président de la Banque africaine de développement, cela est inadmissible. Il faut donc financer la nutrition de l'Afrique. Il faut totalement transformer toutes nos zones rurales aujourd'hui, qui sont les zones de misère. Il faut les transformer comme les zones de prospérité. Plusieurs axes ont été identifiés. L'augmentation de la productivité dans le secteur agricole, la transformation de toute la chaîne de valeur, la forte implication du secteur privé dans l'agribusiness et la prise en compte des femmes dans la lutte contre la malnutrition. Pour résoudre ces problèmes, il faut augmenter la productivité de le secteur agricole. Il faut renforcer le niveau de financement dans le secteur. Mais pas seulement par le secteur public. L'agriculture doit être prise comme une business. Donc le secteur privé va jouer un rôle très critique pour ce financement. On passe simplement toujours dire l'agriculture en Afrique, c'est pour les gouvernements. Non, c'est pas comme ça. Même les petits paysans qui font l'agriculture, ils viennent du secteur privé. Donc il faut que le secteur privé doit être vraiment bien arrosé pour pouvoir faire le financement de l'agriculture dans l'échelle qui est possible. Il faut changer aussi notre mentalité sur cette agriculture. La Banque africaine de développement et ses partenaires du African Leaders for Nutrition comptent mobiliser chaque année 7 milliards de dollars pour nourrir l'Afrique. Une ambition réaliste selon le docteur Akinwumi Adesina, car l'Afrique dépense 36 milliards de dollars chaque année pour importer de la nourriture. Le reste de l'actualité à présent en bref et en images. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a entamé ce 18 octobre une tournée en Afrique de l'Est qui le conduit au Rwanda, en Éthiopie et en Tanzanie. Durant cette visite au Rwanda, le souverain marocain est accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires qui cherchent à explorer les opportunités d'investissement. Cette visite fait suite à celle effectuée par le président rwandais Paul Kagame en juin dernier au Maroc, à la tête d'une délégation de hauts fonctionnaires du gouvernement rwandais et de représentants des milieux d'affaires rwandais. Après le Rwanda, le roi Mohamed VI se rendra en Éthiopie, dont la capitale Addis Abeba abrite le siège de l'Union africaine. Mohamed VI devrait aussi évoquer la volonté du Maroc de réintégrer sa grande famille africaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite bonne suite de programme sur Business 24 Africa.